Eh bien, nous allons reprendre nos cours après cette longue interruption qui, j'espère, ne vous a pas trop pesé. Enfin, notre chaîne est au point. Je parle de la chaîne télévision du séminaire, et donc je peux m'adresser à vous directement, presque en chair et en os, enfin en tout cas de manière sonore et visuelle, ce qui va faciliter les choses plutôt qu'un enregistrement purement sonore, assez pesant à réaliser et assez difficile pour vous à suivre. Alors nous reprenons, si vous voulez bien, cette leçon sur la magistrature au XVIIIe siècle et puis son opposition en particulier, son rôle dans la pré-révolution. On avait vu comment de 1715 jusqu'à 1760, on est monté en puissance dans la contestation entre les magistrats et le pouvoir royal, contre le pouvoir royal. Que cette contestation a d'abord porté sur des questions religieuses, à la fois jansénistes, gallicanes, richéristes, et puis ensuite sur des questions fiscales. Nous allons voir dans la prochaine leçon que, effectivement, au fur et à mesure qu'avance le siècle, le Trésor royal a de plus en plus de difficultés et de plus en plus aux abois, d'où des édits qui sont de plus en plus contraignants, et le magistrat a beau jeu de s'y opposer. Il y a un côté qui est un côté d'ailleurs en partie démagogique. Alors, dans cette longue montée, on peut dire, en puissance, entre 1715 et 1760, les parlements, les chambres cours des aides ont fourbi un ensemble de tactiques, un ensemble de procédures qui sont de plus en plus efficaces. La grève, bon, les remontrances itératives qui bloquent la législation, les grèves, les démissions, le roi n'ayant d'autres moyens que de sanctionner les magistrats en les exilant, ce qui n'arrange pas ses affaires, car la justice n'est toujours pas rendue pendant ce temps, un nouveau formulaire de discipline, une menace de loi de discipline, mais qui va rester au stade de menace. En fait, ce que les parlements constatent depuis 30 ans, c'est que dans cette opposition violente, lorsqu'on en arrive à ce bras de fer, le roi, d'une manière ou d'une autre, transige. D'où, et en particulier de 1751 à 1757, échec des exils, le roi est toujours obligé de rappeler ses magistrats, succès des grèves collectives des magistrats. Et puis, deuxième chose, qui est alors toute nouvelle, c'est lorsque les magistrats se rendent compte que d'un parlement à l'autre, ils peuvent se coaliser. L'union avec les parlements provinciaux. Et je pense que nous en étions restés là. Ces remontrances, par exemple, de Paris pour le Parlement de Bordeaux du 2 juillet 1756, qui montre une coalition entre les deux parlements et qui fait dire au duc de Luynes dans son journal, tome 15, page 146, « On était bien persuadé que les parlements étaient unis, mais on ne les avait pas encore vus d'une manière aussi marquée. » Et ce que je vous citais aussi, le rédacteur anonyme des registres secrets de Bordeaux, l'on sentit que le Parlement, que les parlements parvenant à resserrer les nœuds qui les lient les uns aux autres, servirait d'un puissant rempart au despotisme que le ministère voulait introduire en France. Et dans la question de la Constitution et de ce heurt à l'occasion des billets de confession refusés aux jansénistes et aux jansénisants, dans ce heurt, dans ce bras de fer, cette fois-ci entre les évêques et les jansénistes,
Finalement, le roi impose une loi du silence qui touche les constitutionnels autant que les jansénistes. Le Grand Conseil, dont il a voulu faire un tribunal d'exception remplaçant les parlements, est abaissé. Et la déclaration de discipline, menace, est restée suspendue. On notera aussi, et ça c'est un élément qu'on va retrouver ensuite, et qu'on va retrouver très actif à la fin du règne de Louis XV et pendant le règne de Louis XVI, que l'opposition des parlements est liée à l'opinion publique, et elle en dépend. Et ça, c'est un facteur que les magistrats n'ont pas parfaitement maîtrisé, dont ils ne se sont pas parfaitement rendus compte. C'est-à-dire qu'en fait, les magistrats, sur ce point précis, avaient le soutien de l'opinion publique, c'est-à-dire le soutien de ceux qui faisaient l'opinion publique, les philosophes, les Lumières. Mais que ce soutien n'est pas inconditionnel, et qu'ils pourraient le perdre, et que de fait, ils le perdront, ou lorsqu'il leur sera fait défaut de façon provisoire, en 1770-71, alors ils perdent pied, et le roi peut imposer ses volontés. C'est un élément essentiel et qui montre que nous glissons, n'est-ce pas? Il y a un nouveau pouvoir, un contre-pouvoir, un pouvoir supplémentaire qui se rajoute, en plus des pouvoirs classiques, c'est le pouvoir des médias. De fait, les parlements sont très forts pour l'agitation, mais la coalition qu'ils nourrissent entre eux est plus une coalition accidentelle qu'une véritable union réelle. Il n'y a pas d'opposition nationale. Et vous aurez des parlements qui seront actifs dans cette affaire-là, et d'autres qui seront passifs. Louis XV, cependant, voit à cette époque une montée en puissance de cette opposition. Nous avons ces déclarations à Bernice, rapportées par Loménie de Brienne. « Je crois bien que, tant que je vivrai, je resterai toujours à peu près le maître de faire ce que je voudrais, mais ma foi, après moi, monsieur le duc de Bourgogne n'a qu'à bien se tenir. » Le duc de Bourgogne, c'est donc le dauphin. Le problème est que souvent les parlements ont profité d'une désunion, en tout cas d'un manque de pugnacité de la part des ministres. Nous avons cet extrait du journal d'Argenson. La mauvaise issue de notre gouvernement monarchique absolu achève de persuader en France et par toute l'Europe que c'est la plus mauvaise de toutes les formes de gouvernement. C'est assez fort de dire cela alors que l'on encense en même temps les despotismes éclairés. Alors que l'absolutisme et le despotisme éclairé sont de même facture. L'opinion chemine, monte, grandit, ce qui pourrait commencer une révolution nationale. Le mot est donné. Un mot qui a pris ce sens de subversion générale de la société et des institutions, grosso modo au milieu du XVIIe siècle. L'on demande où sont les personnages, les chefs de cette révolution? Je réponds, ce sont les parlements et leurs chefs, lesquels s'accréditent dans le public et s'attirent aujourd'hui la confiance générale. C'est une bonne analyse, n'est-ce pas? On voit comment la position des parlements par rapport au public, et donc forcément la nécessaire obligation d'un relais de l'opinion publique, et fait la force de cette opposition au roi. Alors, la tactique du Parlement, finalement, elle va tenir en cette ténacité. La ténacité emporte la décision à la longue parce que le roi cède ayant besoin toujours d'un élément, nécessité vient et du coup, alors, il faut faire la paix intérieure avec les parlements. Parce qu'il y a la guerre extérieure. Voilà. C'est 1756, janvier 1756, Frédéric II change d'alliance, il se tourne vers l'Angleterre contre la France. Alors là, il faut absolument obtenir la cohésion française à l'intérieur. Donc Louis XV abandonne le Grand Conseil.
abandonne son projet de transformer le Grand Conseil en un quasi-parlement. En janvier 1768, le roi ne se sent pas fermement soutenu par les ministres, toujours pour un projet d'édit sur le Grand Conseil. Alors, il abandonne la partie. À l'été 1768, de nouveau, problème, mort de la reine, le roi est affecté, il lâche face au Parlement. Donc un événement se produira toujours qui fera lâcher le roi, et les parlements l'ont constaté, et donc il suffit pour eux de tenir en quelque sorte, et à ce moment-là, ils sont quasi certains d'emporter la partie, ils sont certains d'emporter la partie, et de fait, ils vont buter là-dessus, sur cette certitude qui n'est pas une certitude de foi, bien évidemment. Les armes des parlements, donc, ils en ont bien conscience. Je vous donne quelques citations de cette époque-là qui nous permettent de saisir un peu mieux ce qui est ici exposé par les parlements. Il y a d'abord la théorie des classes. La théorie des classes, c'est l'idée que les parlements se trouvent comme des classes différentes d'un seul et unique Parlement. Donc, unité du Parlement et union des parlements de province et de Paris ensemble. Ce sont des remontrances, par exemple, du 22 août 1758. Le Parlement de Paris est la première et la métropolitaine cour du royaume, suivant les expressions de François Ier. Toujours, on fait un appui sur l'histoire. Tous les autres en sont des détachements, ou pour mieux dire, des extensions. Et donc voilà, il y a un seul Parlement, Paris, et les autres sont des émanations de ce Parlement. Ainsi, la cour métropolitaine et toutes ses colonies sont des diverses classes d'un seul et unique Parlement. Les divers membres d'un seul et unique corps, animés du même esprit, nourris des mêmes principes, occupés du même objet. Cette théorie des classes que l'on trouve exprimée par Toulouse, le Parlement de Toulouse, en décembre 1753. Le Parlement est un corps qui, par ses différentes classes dispersées dans l'État, est présent dans toutes les parties de l'État. Ou encore, le Parlement de Rouen. Le Parlement est toujours unique, par l'unité des principes, par l'unité des correspondances, par l'unité des rapports, qui réunissent les différents membres de ce corps universel qu'on appelle le Parlement. Voilà. Un seul Parlement qui remonte donc au fameux plaid mérovingien, dont il serait le lointain représentant, lointain enfant. Et donc, forcément, défenseur des antiques libertés nationales, non seulement cette unité, mais aussi ce rôle antique du Parlement qui est le Sénat de la Nation. Donc un corps unique, depuis l'origine, et qui ne représente peut-être pas la nation, parce qu'il n'y a pas cette notion-là. Par contre, ce que l'on a, c'est le Parlement qui est la voix, qui donne un corps, qui est qui, exactement, qui a en charge les intérêts de la nation. Voilà. La lointaine origine, donc, c'est le plaid mérovingien. L'approche origine, ce sont des idées qui sont plutôt des idées du XVIe siècle, des idées des monarchomaques, des idées à connotation protestante. On trouve ces idées, en particulier dans la Franco-Gallia de Othman, un théoricien protestant du milieu du XVIe siècle. Alors, théorie des classes, théorie fausse, bien sûr, tous les parlements se sont
sont nés dans les régions où on avait besoin de cours de justice, ils sont nés indépendamment les uns des autres, ils étaient le Parlement du duc de Normandie ou le Parlement du duc de Provence. Donc ça n'a pas du tout de réalité historique. C'est d'ailleurs une théorie dangereuse pour les magistrats eux-mêmes, pour le Parlement de Paris, car le Parlement de Paris, qui se place au-dessus des autres parlements, peut très bien alors, si les autres parlements ne sont que des émanations de ce Parlement de Paris, peut très bien se retrouver concurrencé sur son propre terrain. Le Parlement de Paris a des prérogatives qu'il exerce seul. Donc c'est le Parlement qui est une cour des pairs. C'est le Parlement qui va les juger en cas de difficulté, en cas de procès. Le roi peut accorder son pouvoir au Parlement de Paris pour juger les pairs. On sait que c'est le Parlement de Paris aussi qui a un pouvoir d'enregistrer les lois. Pourquoi pas les autres dans ce cas-là, puisqu'ils font tous une unité. Donc, il y a une difficulté dans cette théorie qui n'a pas été toujours perçue, pas toujours, parce que le 18 janvier 1764, le Parlement de Paris a décrété le duc de Fitzjames de prise de corps, or c'est un pair de France. Et le Parlement de Paris a donc demandé d'annuler cette prise de corps au nom de sa suprématie. Cette idée de la théorie des classes a été alors mise en forme par un ouvrage à cette époque-là intitulé « Les maximes du droit public français », ouvrage rédigé à l'extrême fin de cette période, au moment du coup d'État de Maupeou, du coup de majesté de Maupeou, en 1770. C'est plusieurs avocats qui se sont chargés de rédiger les maximes du droit public français, avocats au Parlement. Raymond Troublon, dans cet ouvrage, beaucoup de citations de l'Écriture sainte en particulier, des antiquités grecques et romaines, et puis des remontrances des cours souveraines. Dans cet ouvrage, on trouvera aussi les nouveaux théoriciens du XVIIe siècle, Grotius, Locke, Pufendorf. C'est donc un ouvrage qui est progressiste, on pourrait le dire. Alors l'ouvrage va rester d'ailleurs plus ou moins dans le domaine des cours publics et ne sera pas diffusé auprès du sujet français, n'est-ce pas ? Dans le chapitre 1, on a cette théorie du contrat, quasiment, du contrat entre le roi et les peuples. Les rois sont faits pour les peuples et non les peuples pour les rois. Dans le chapitre 2, où on peut voir que ce gouvernement despotique, et derrière ce terme-là, c'est bien sûr l'absolutisme qui est désigné, le gouvernement despotique est contraire au droit naturel divin et au but d'un vrai gouvernement. C'est assez paradoxal parce qu'en même temps, on fait les éloges de Catherine II de Russie, qui n'est pas la plus tendre des tsars, des tsarines, et alors on est obligé quand même, n'est-ce pas, de montrer que la tsarine va renoncer à son despotisme. Le chapitre 3 est un chapitre bien détaillé sur la théorie contractuelle du pouvoir qui est repris de Locke. Les sujets sont libres, ils sont propriétaires de leurs biens, le roi viole la propriété légitime des sujets lorsqu'il impose des impôts, des édits fiscaux, sans leur avis, si les sujets acceptent. Mais
rares sont les sujets qui acceptent des impôts, sauf peut-être en Suisse. Voilà, on a aussi dans cette chapitre 3 sur la liberté des sujets, un couplet sur la liberté d'aller et de venir, couplet tout à fait d'actualité par les temps que nous connaissons, et c'est évidemment une allusion développée contre les lettres de cachet. Chapitre 4, nous avons un petit couplet sur les lois fondamentales, sur, bien sûr, l'inamovibilité des offices, c'est-à-dire que les offices ne peuvent pas être repris par le roi, donc c'est garantir le pouvoir indépendant des magistrats, et ce qui est très en avance sur son époque, les États généraux souverains pour établir des lois fondamentales et, s'il le faut, modifier le régime. Deux autres chapitres, chapitre 5 et chapitre 6, vont développer des thèses sur les parlements. D'autres thèses, plus secondaires. Donc nous sommes vraiment en présence d'un ouvrage qui va être très lu par les hommes de loi, par le public, comme je vous disais, qui apparaît sans connivence explicite avec les ouvrages antérieurs, c'est-à-dire qu'il est vraiment une synthèse à la fois précise, générale et nouvelle. C'est la première synthèse. Les idées étaient diffuses, elles sont maintenant bien concentrées. Elles font un vrai corps de loi, pourrait-on dire. Nous avons d'autres éléments sur ces parlements, sur la tactique des parlements. Je vous signalerai cet arrêt du Parlement de Bordeaux à l'été 1770, qui va adopter l'arrêt du Parlement de Paris contre le duc d'Aiguillon du 2 juillet 1770. Et voilà comment il se justifie. Les ordonnances royales contiennent toutes les volontés passées, présentes et futures de ce royaume. Les magistrats sont constitués par les mêmes ordonnances, leurs dépositaires essentiels, leurs gardiens légitimes, les interprètes nécessaires des volontés publiques du dit seigneur roi. Ses prédécesseurs ont fait une loi aux cours de justice de méconnaître les ordres désavoués par les ordonnances, de poursuivre ceux de leurs sujets qui oseraient s'en prévaloir ou qui s'en seraient prévalus, de traiter même comme ennemis publics tous les porteurs de lettres closes pour le fait de la justice, que cette précaution si recommandée par les lois est si nécessaire, met le seigneur roi dans l'heureuse impuissance de faire le mal. C'est une description des limites que les ordonnances royales accordent aux magistrats contre le roi. C'est l'avocat Dupaty qui est rédacteur de cette prose, et il sera d'ailleurs enfermé à la citadelle locale, la Pierre-Encise. Ce que l'on peut noter aussi, c'est que il y a chez les magistrats une critique de l'administration. Et là, on doit reconnaître qu'ils n'ont pas tout à fait tort. L'administration pour eux est un écran entre le roi et les sujets. Et on pourra lire cette remontrance du 2 septembre 1768, l'intérêt des administrateurs et surtout celui de cette multitude de subalternes, dont le nombre et l'autorité s'accroissent tous les jours, est d'avoir des places à donner et de faire des opérations inintelligibles. Donc c'est un côté ironique, peut-être méprisant aussi, de ce que font les administrateurs, de ce que font les administrateurs royaux. On parlera, dans cette remontrance, de puissance intermédiaire subdivisée à l'infini, puissance inconnue et toujours permanente. Il s'agit là de cette remontrance qui va être relayée par celle de la Cour des aides le 23 juin 1761 contre les arrêts du Conseil en finances et contre les intendants.
Nous en avons déjà un peu parlé. Alors, on va aller à un tel point donc, que les cours seront même appelées les assemblées représentatives de la nation. C'est Malesherbes dans une remontrance de la Cour des aides du 17 août 1770. Là, nous arrivons à un paroxysme. C'est quand même très particulier, très exagéré, et peut-être pas forcément l'opinion de tous les magistrats. Nous ne sommes pas devant une thèse, une théorie vraiment si finie, aboutie et on pourrait dire universelle que cela. Alors, dans cette situation, la politique du roi va évoluer, on pourrait presque dire l'épée dans les reins. Et il y a cette description de la marche vers le triumvirat. Le triumvirat, c'est trois ministres très unis, d'Aiguillon, Maupeou-Terray, qui vont soutenir Louis XV dans les 5 dernières années de son règne et qui vont alors montrer comment finalement cette opposition des magistrats n'est pas si puissante que cela. Alors cette marche vers le triumvirat, elle se fait à travers un ensemble de mesures, d'échecs, mesures mises en échec. Vous avez le refus des édits Bursault du contrôleur général Silhouette, 1766-1759, 156-59, Silhouette qui va ne faire que passer dans le contrôle général, le terme de Silhouette. Il veut proroger des impôts en pleine guerre. Il y a 3 remontrances en juillet 1756, pleine guerre de 7 ans. L'île Justice s'impose, puis en 59, en septembre 59, nouveaux édits Bursault. Il s'agit de rétablir le 3e 20e, de supprimer des offices, de payer des droits sur le vin, c'est les bourgeois vignerons qui devraient s'acquitter de cette taxe, imposition sur les produits de luxe, sur le nombre des domestiques, suppression de privilèges, privilèges du franc salé, doublement des droits sur l'or, le café, les fourrures, le café qui est la grande denrée du XVIIIe siècle, tout le monde boit du café, même le plus petit des ouvriers, des manœuvriers dans la rue, s'arrêtent le matin avant d'aller au travail, et puis les gens vendent, ils ont des bidons, et ils vendent du café avec chacun ils ont leur bol à la main, et à le robinet, et hop, on remplit le bol, et on paye 1 liard, n'est-ce pas, pour ce café. Donc, doublement des droits sur le café. Tout ça est rejeté en bloc, c'est un lit de justice qui doit l'imposer le 20 septembre 1759. Nouvelle remontrance, le Parlement ne se laisse pas faire, la situation est si tendue que Choiseul estime nécessaire en décembre 1759 de s'accorder avec les parlements sur le dos des jésuites. Il y a là un calcul. Choiseul, qui est le ministre principal, le ministre le plus en vue en tout cas du gouvernement de Louis XV, Choiseul ne trouve pas d'autres moyens pour amadouer les parlements et la hargne permanente et assurée des magistrats, magistrats gallicans, de faire ami avec eux et de leur assurer contre leur bonne volonté qu'il va, premier prétexte, qu'il va chasser les jésuites. Après Silhouette qui disparaît en octobre 1759, nous avons les contrôleurs et des ministres, contrôleurs généraux et des ministres, Choiseul, Bertin, Laverdy, donc Bertin qui succède à Silhouette, plutôt des hommes éclairés, plutôt des hommes des Lumières, mais qui doivent bien faire face à la disette d'argent pour le trésor royal. Il y a donc de nouveaux édits en février 1760 qui suppriment toutes les mesures sauf le nouveau 20e. Les lois fiscales ont été préparées avec les parlementaires parisiens, donc il y a une espèce de vague collaboration parlementaire parisien qui se retrouve un peu dans ces idées des Lumières. Pas dans tout, mais dans les questions politiques, oui, dans les questions religieuses, beaucoup moins. Ce ne sont que des édits provisoires pour une année.
prolongé à l'été 1761. Les magistrats acceptent, c'est l'époque où Choiseul va livrer les jésuites, c'est l'affaire de 1762-1763, mais cette suppression des jésuites, de Mèche, Choiseul et les parlements, ne va au bout du compte que fortifier les parlements dans leur opposition. Et au printemps-été 1763, jamais les parlements n'ont été si opposés. C'est un point tel que Louis XV est obligé de se débarrasser du chancelier Lamoignon, dont il mesure avec raison l'incompétence et peut-être même la connivence avec les magistrats. Limogeage le 3 octobre 1763. Il nomme à sa place Maupoux. Maupoux, qui est un homme qui va sortir de l'ombre et qui va se révéler redoutable. À ce moment, le ministre Miroménil fait ce constat. La forme nouvelle et incroyable dans laquelle on a agi pour l'affaire des Jésuites a augmenté la confiance des parlements et il n'est rien dont les gens échauffés ne se flattent de pouvoir venir à bout. Donc c'est un constat après coup. La suppression des Jésuites n'a fait que encourager, favoriser le sentiment de puissance des magistrats. Deux édits sur les cadastres sont prévus pour donner une assiette plus solide à la taille, une déclaration royale. Tout cela a été refusé et on était vraiment dans une situation telle que Louis XV va empêcher in extremis les deux ministres, Choiseul et Praslin, de démissionner. Le moment, dit-il, est si critique que je ne puis croire que vous y pensiez l'un et l'autre, dit-il. Donc c'est une situation extrêmement difficile dans laquelle se trouve à la fin de la guerre de 7 ans, une guerre perdue, le roi face à l'opposition intérieure. Donc le cadastre, bien sûr, sera retiré, remis à discrétion des parlements. C'est le ministre Laverdy qui va tenter de réconcilier Louis XV et les parlements. C'est un homme de cour, un homme des Lumières, c'est un ami de Bertin, de Turgot, de Gournay, physiocrate. C'est l'époque où on finit par régler l'affaire des Jésuites. Un édit prononce leur dissolution définitive en novembre 1764. Et là, les parlements peuvent croire qu'ils ont vraiment obtenu le pouvoir, en quelque sorte, parce que en février 1764, février-mars, plusieurs déclarations et édits royaux interdisent pamphlets et libelles sur les questions de finances de l'État. Pour parler d'administration, il faudra tenir la queue de la poêle, être dans la bouteille à l'encre. Et ce n'est pas à un écrivain obscur, qui souvent n'a pas 100 écus vaillants, à endoctriner les gens en place. Donc, il sera absolument interdit de parler en public, de donner son avis en public, médiatiquement, sur les questions de finances. Cela dit, les cours, elles, demeurent compétentes. Tout autre que les cours sont interdits
d'imprimer, d'éditer ou colporter aucun écrit, ouvrage ou projet concernant la réforme ou l'administration des finances. Donc le roi a en quelque sorte donné un blanc-seing au Parlement sur ces questions financières et en même temps tenté de museler l'opinion publique. C'est bien qu'il sent qu'il y a là comme une collusion et qu'il serait bon de séparer. De fait, c'est finalement assez bien vu de donner au Parlement toute possibilité dans ce domaine et en même temps de couper la caisse de résonance des remontrances et des oppositions parlementaires. De 1764 à 1768, Laverdy va se heurter alors dans ses réformes à l'opposition des intendants et de la noblesse. Et ça, c'est assez paradoxal en quelque sorte. Laverdy est un homme éclairé, il cherche de l'argent par tous les moyens, il a vu qu'il ne pourrait pas en obtenir par les édifices fiscaux habituels, alors il se tourne vers la noblesse. C'est une xème tentative pour supprimer les privilèges fiscaux de la noblesse. Donc le ministre serait prêt à proposer aux magistrats qu'ils acceptent le cadastre et donc la possibilité pour l'État de contrôler les propriétés des privés et donc de les imposer plus justement. Et en même temps, en retour, en contrepartie, de lever les immunités fiscales de la noblesse. C'est du donnant-donnant. L'État espérerait gagner sur les deux tableaux. On peut noter dans cette époque-là, alors ce n'aboutira pas, bien évidemment. Et là, ça n'aboutit pas parce qu'une affaire très violente se développe à ce moment-là au Parlement de Bretagne, le Parlement de Rennes, à partir de mars 1764. C'est contre le gouverneur d'Aiguillon, le procureur général La Chalotais mène une véritable cabale. Donc nous sommes là en opposition de pouvoir, n'est-ce pas, le pouvoir de la noblesse. Le gouverneur représente les intérêts du roi et les intérêts militaires et les intérêts de la noblesse dans la Bretagne, et puis de l'autre côté, donc, le pouvoir des hommes de robe, des magistrats. Cette rivalité d'ailleurs, cette opposition d'ailleurs se repose sur une rivalité entre deux hommes, qui sont des hommes ambitieux et qui rêvent de succéder à Choiseul comme ministre principal. Alors, sur fond d'autorité, de refus de l'autorité royale, qui est représentée par d'Aiguillon, on assiste à un blocage, c'est toujours pour ces affaires, n'est-ce pas, 1763, 1764, fin 63, début 64, qui va aller jusqu'au paroxysme de la démission de 76 conseillers et présidents sur 88, le 22 mai 1765. Les conseillers fidèles qui sont demeurés, les 12 conseillers, subissent alors toutes les avanies d'une campagne de presse insupportable, qui va d'ailleurs être même dépasser les frontières de la France. Cette campagne est jusqu'à être relayée par la Gazette de Leyde en Hollande en juillet 1765. Réaction royale du roi contre le Parlement de Rennes, arrestation de la Chalotais en novembre 1765, exil des opposants, édit supprimant les offices, donc toujours les bonnes vieilles solutions. Et là, le pouvoir royal a un certain succès parce que les ministres font chorus contre la Chalotais qu'ils perçoivent avec raison comme un rival. Le Parlement de Paris, bien sûr, va exprimer sa solidarité avec celui de Brest, et alors, il va être mis au pas
par cette fameuse séance de la flagellation. Ce n'est pas un lit de justice, c'est-à-dire que le roi ne va pas se déplacer en personne pour que l'on enregistre ses dits, mais c'est simplement un discours rappelant les principes de la souveraineté et de l'autorité royale. Cette intervention royale au sein même du Parlement de Paris a été préparée en grand secret au Conseil des dépêches entre le 28 février et le 2 mars. Il s'agit de répondre très précisément à des remontrances, les remontrances du Parlement de Rouen, qui sont à peine antérieures et qui sont particulièrement graves parce qu'elles remettent en cause la structure même du royaume. Les remontrances parlent du serment que vous, Louis XV, avez fait à la nation en prenant la couronne. C'est le juramentum regis, que l'on sait bien être fait à Dieu et non pas à la nation. Cette intervention du roi, plus exactement de Maupoux au nom du roi, et donc une exposition des principes de la monarchie absolue et qui se termine ainsi: je ne changerai jamais. Et alors vous allez voir que dans ce discours de la flagellation, qui n'est pas extrêmement long, il fait une petite centaine de lignes, hein, donc vous le savez, c'est le chancelier qui prononce ce discours parce que le roi ne parle pas en public, il n'a pas ce charisme. Sont repris les unes après les autres les différentes théories des magistrats à la mode. Ce qui s'est passé dans mes parlements de Pau et de Rennes ne regarde pas mes autres parlements. C'est contre la théorie des classes. J'en ai usé à l'égard de ces deux cours comme il importait à mon autorité. Je n'en dois compte à personne. C'est cette autorité suprême du roi au-dessus de tout. Je n'aurai pas d'autre réponse à faire à tant de remontrances qui m'ont été faites à ce sujet. Si leur réunion, l'indécence du style, donc réunion des remontrances, réunion des classes, l'indécence du style, la témérité des principes les plus erronés et l'affectation d'expressions nouvelles pour les caractériser ne manifestaient les conséquences pernicieuses de ce système d'unité que j'ai déjà proscrit. Donc, il porte une charge contre la théorie de ce système des classes et contre les réalisations pratiques qui s'expriment dans la contestation par ces remontrances qui sont un droit, exactement un devoir de conseil des magistrats, mais un devoir de conseil qui est institutionnalisé. Voilà. Donc, le roi dénonce l'association qui ferait dégénérer en une confédération de résistance le lien naturel des mêmes devoirs et des obligations communes. Il parle de corps imaginaire, ce fameux parlement unique, qui ne pourrait que troubler l'harmonie de la monarchie. La magistrature ne forme pas un corps, ni un ordre séparé des trois ordres du royaume. C'est assez bien vu, parce que c'est vrai que malgré tout, les officiers avaient tendance à se considérer un peu comme tels. Les magistrats sont mes officiers, chargés de m'acquitter du devoir vraiment royal de rendre la justice à mes sujets, fonction qui les attache à ma personne et qui les rendra toujours recommandables à mes yeux. Voyons à la fois la bonté paternelle du roi qui considère vraiment le service personnel que les magistrats lui rendent. Je connais l'importance de leur service. Voilà. Alors après, il fait justice de calomnie, projet formé
d'anéantir la magistrature. Bon, cette première dénonciation des théories des classes est suivie alors de cette dénonciation d'une deuxième prétention que la magistrature, le Parlement est juge entre le roi et son peuple. Que gardien respectif, il maintient l'équilibre du gouvernement en réprimant également l'excès de la liberté et l'abus du pouvoir. Que les parlements coopèrent quelquefois, que les parlements coopèrent avec la puissance souveraine dans l'établissement des lois, qu'ils peuvent quelquefois, par leur seul effort, s'affranchir d'une loi enregistrée et la regarder comme non existante, qu'ils doivent opposer une barrière insurmontable aux décisions qu'ils attribuent à l'autorité arbitraire et qu'ils appellent actes illégaux. Nous voyons là tous les arguments que les magistrats développent à chaque fois qu'ils font une remontrance pour s'opposer à un édit quelconque qui les dérange. Voilà. Les parlements collaborent à la puissance souveraine et donc ils ont le droit d'intervenir. Ils peuvent s'affranchir d'une loi enregistrée. Ils sont au-dessus des lois, comme le souverain, en quelque sorte. Qu'ils peuvent s'opposer à une autorité jugée comme arbitraire et illégale. Donc ils sont les gardiens de la loi et qu'ils dénoncent ceux qui sont contre ou ceux qui et qu'ils encouragent ceux qui sont pour la loi. Et donc, s'il le faut, ils dénonceront le roi arbitraire, le despote. Et que s'il en résulte un combat d'autorité, il est de leur devoir d'abandonner leurs fonctions et de se démettre de leurs offices sans que leur démission puisse être reçue. Voilà. Entreprendre d'ériger en principe des nouveautés si pernicieuses, c'est faire injure à la magistrature, démentir son institution, trahir ses intérêts et méconnaître les véritables lois fondamentales de l'État. Donc ça vraiment bien, le 15 a bien mis le doigt sur le fait que nous sommes en présence d'une révolution institutionnelle. Ce sont les lois fondamentales. Ce n'est pas la Constitution. Il n'y a pas de nom de Constitution dans l'Ancien Régime qui est appliqué à ces lois fondamentales. Mais les lois fondamentales jouent le rôle de socle du régime. Et là voilà que le Parlement, par ses prétentions, par ses actions, en vient à dénoncer ce socle, en vient à fissurer ce socle, ou même à le renverser. D'où cette très belle phrase, n'est-ce pas, qui est comme l'essence du pouvoir royal. Comme s'il était permis d'oublier que c'est en ma personne seule que réside la puissance souveraine, dont le caractère propre est l'esprit de conseil, de justice et de raison, que c'est moi seul, que c'est de moi seul que mes cours tiennent leur existence et leur autorité. Que la plénitude de cette autorité qu'elle n'exerce qu'en mon nom demeure toujours en moi, et que l'usage n'en peut être tourné contre moi, que c'est à moi seul qu'appartient le pouvoir législatif sans dépendance et sans partage, que c'est par ma seule autorité que les officiers de mes cours procèdent non à la formation, mais à l'enregistrement, à la publication, à l'exécution de la loi, et qu'il leur est permis de me remontrer ce qui est du devoir de bon et utile conseiller. Que l'ordre public tout entier émane de moi et que les droits et les intérêts de la nation dont on ose faire un corps séparé du monarque sont nécessairement unis avec les miens et ne reposent qu'en mes mains. Donc on voit bien que Louis XV a compris le côté révolutionnaire de ces prétentions des magistrats. Alors, la nouvelle justice de Louis XV, c'est-à-dire le coup de force de 1770-1771, non seulement les parlements sont dispersés, mais ils vont être remplacés, et non seulement ce sont des têtes qui sont changées, mais c'est une nouvelle manière de rendre la justice qui est institutionnalisée. Le fondement. Alors le fondement, il y a plusieurs événements qui vont laisser les mains libres au roi pour agir contre le Parlement. Tout d'abord, vous avez en 1762 l'affaire Calas. Calas est un protestant
qui aurait tué son fils pour conversion, pour motif de conversion au catholicisme. Bon. Voltaire va faire tout un foin là-dessus, c'est l'affaire J'accuse donc du XVIIIe siècle, il a été saisi par la veuve de Calas, et il va emporter gain de cause. L'affaire va être rejugée dans un sens diamétralement opposé à ce qu'a fait le Parlement de Toulouse. Les philosophes donc ont dénoncé cet obscurantisme et cette intolérance des parlements. Ensuite, la haine religieuse. Jusqu'à présent, n'est-ce pas, il y avait une focalisation, on pourrait dire, de toutes les forces d'opposition, protestants, magistrats, lumières, jansénistes, gallicans, contre les évêques, les jésuites, les forces vives du catholicisme. Les jésuites ayant disparu, cette concentration d'énergie se disloque. Troisièmement, il y a eu une remise en cause personnelle de Louis XV. Dans cette affaire entre Aiguillon et la Chalotais, le procès d'Aiguillon devant la cour des pairs a très mal tourné. La Chalotais a utilisé des lettres personnelles que Louis XV avait écrites à Mademoiselle de Romans et qui avaient été donc trouvées par la police du Parlement chez un certain De Rennes, arrêté à Versailles. Donc il y a eu des menaces de meurtre aussi. Enfin, le roi a été personnellement mis en cause. Oui, on a dit que Louis XV avait mandaté d'Aiguillon pour assassiner la Chalotais. C'est extrêmement grave. Ce sont des faux témoignages de Cornulier de la Lucenière qui datent du 16 avril et du 7 juin 1770. Alors là, le procès est arrêté par Louis XV de façon immédiate, le 27 juin, et il a senti qu'il y avait là une véritable haine contre lui. Mis en cause personnellement, Louis XV va réagir avec son autorité royale. Et puis donc il possède des hommes nouveaux, René Nicolas de Maupoux, qui est un ancien premier président de Paris, connaît donc bien le milieu parlementaire, c'est un type qui est courageux, qui est sévère et qui est persévérant. Il a déjà brisé une grève des avocats. Et donc le roi Louis XV va pouvoir s'appuyer sur un homme de confiance. C'est une autorité forte. Jamais, depuis des lustres, jamais l'autorité royale n'a été aussi forte. Cette autorité forte va faire s'épanouir la subversion qui finalement n'est rien en elle-même. Maupoux, Bertin, le duc de Croy, qui est un proche des hautes sphères du gouvernement, sont d'ailleurs en partie étonnés de la facilité avec laquelle ils ont réussi. Les choses se sont passées d'une manière extrêmement, extrêmement simple. Il s'agit d'un édit de décembre 1770, proposé par Maupoux contre la fronde des cours. Cet édit tient en trois mesures principales. Article 1. Défense d'union entre les parlements sous peine de privation d'office. Article 2. Défense d'interruption de la justice par démission combinée. Article 3. Les remontrances sont permises avant les enregistrements, mais non après. Il s'agit, ces articles vont former la charte des futurs parlements. Bien sûr, présenté aux chambres le 28 novembre, c'est 28 novembre, il y a un temps minimal pour les magistrats prendre connaissance de ces articles et les enregistrer le 3 décembre. Le 3 décembre, remontrance, refusée par le roi qui les jette au feu. On le sent vraiment agacé.
nouvelle remontrance. Alors l'édit est retiré pour préparer un lit de justice. 7 décembre, le lit de justice. Et alors ce lit de justice va se tenir à Versailles, et non pas à Paris. Le roi ne se déplace pas. C'est un peu un acte de mépris que le roi jette sur les parlements. Le Parlement de Paris. Grève prononcée par ce même Parlement le soir du 7 décembre et offre de démission générale. Alors là, vous avez une bataille d'ordre, ordre de justion, remontrance itérative, etc. 12 décembre, 14 décembre. Dans cette situation, intervient alors là un acte qui va faire pencher définitivement dans le sens du roi cette affaire, c'est la démission de Choiseul et Praslin, ou plus exactement l'exil de Choiseul et Praslin le 24 décembre, la veille de Noël. Ah oui, alors ça c'est très important parce que ce sont quand même des alliés objectifs du Parlement, on l'a vu quand ils ont traité avec eux contre les Jésuites. Ce soutien au Parlement dans le Conseil disparaît. Et alors là, donc, bien unis, le roi et les siens vont comme un rouleau compresseur, une chose que l'on n'a jamais vue autrement dans le siècle, vont arriver à leur fin inexorablement. Donc les lettres de justion se succèdent, le Parlement accepte de reprendre le travail, mais non pas d'enregistrer l'édit, le roi maintient l'édit, le Parlement reprend la grève le 15 janvier, nouvelle lettre de justion, 16 janvier, arrêté du Parlement avec remontrance contre les lettres de justion, 17 janvier, nouvelle lettre de justion avec sanctions précisées, 18 janvier, dernière lettre de justion, auquel le Parlement répond toujours par le même arrêté. Alors les peines de l'édit, qui devait être enregistré et que le Parlement ne veut pas enregistrer, les peines de l'édit sont appliquées, c'est-à-dire que les magistrats vont être privés de leur office. Alors, le chancelier a agi de façon très intelligente, parce que depuis un mois, le Parlement est quasiment en grève, la justice n'est plus rendue, les privés se plaignent, ils n'obtiennent pas le règlement de leurs affaires. Donc, les magistrats et le roi, l'opposition entre les magistrats et le roi est au détriment du bien public. Qui va porter le bonnet? Qui va être rendu responsable? Le roi, en retirant leurs offices aux magistrats grévistes pour en donner à d'autres, pose là une mesure de déblocage de la situation. Et donc devant l'opinion publique, il apparaît, entre guillemets, comme le sauveur. Alors, un conseil uni, une opinion publique qui bascule dans le sens du conseil royal, les magistrats alors sont maintenant en position de faiblesse, et dans la nuit du 19 au 20 janvier, les parlementaires sont dispersés. Ils ne sont pas exilés à Pontoise, comme on le fait habituellement, où tout le monde encore constitué se retire à 40 km de Paris, 30 km de Paris, et puis continue son agitation et sa grève. Non, pas du tout. Dispersés, chacun rentre chez soi, dans sa maison secondaire ou tertiaire de campagne. Et puis, un nouveau Parlement va être mis sur pied. Donc des ordres sont présentés à chacun, 50 magistrats acceptent, 35 refusent de s'engager, 70 refusent. La Chambre s'assemble
sans les présidents. C'est une espèce de réunion illégale, comme celle de la Chambre Saint-Louis sous la Fronde. Et finalement, il n'y aura que 38 magistrats qui accepteront l'ordre du roi. Les autres ont leurs offices confisqués, ils sont dispersés, et les 38, le lendemain, vont se ranger par solidarité avec les autres magistrats. Et donc ils vont subir le même sort, c'est dans la nuit du 21 au 22. Y compris le président d'Aligre, qui est le président du Parlement. Donc nous sommes vraiment en présence d'un coup de force. En attendant, le chancelier charge au Conseil d'État de suppléer aux travaux laissés en plan par le Parlement. Le 24, très rapidement, un nouveau Parlement est installé à Paris. Il va s'ensuivre, bien sûr, une agitation, mais 3 édits pris par le nouveau Parlement de Paris vont mettre fin à cette agitation. Les nouveaux parlements en province vont être installés un peu plus tard, entre le 5 août et le 11 novembre. Ce sont les gouverneurs, c'est la force publique qui installe les parlements en place. Alors, comment cela se fait-il? Eh bien, comment le roi a-t-il réussi? Eh bien, parce que c'est tellement nouveau que les magistrats n'y croyaient pas. Ils penseraient que le roi, comme d'habitude, reculerait au bout de quelques mois, voire au bout d'un an. Et ils n'ont pas vu qu'ils avaient une autre force en face d'eux. Une force, cette fois-ci, bien décidée. Donc, on dépossède les officiers qui ne veulent plus exercer leurs offices. Alors, eh bien, on leur rachète leur office, qu'ils vont vendre à l'encan. D'abord parce que nous savons que le prix des offices a beaucoup baissé au XVIIIe siècle, mais aussi parce que, comme ils n'y croient pas, ils pensent que cette mesure de nouveau Parlement, nouveau magistrat sera caduque dans l'année, donc peu importe, n'est-ce pas? Pas besoin de marchander son office. Donc, ils vendent ça bon prix, n'est-ce pas? Ne se rendant pas compte que, en quelque sorte, ils ont scié la branche sur laquelle ils étaient assis. L'ancien personnel qui a pu rester est complété par de nouvelles têtes. Le roi agit avec indulgence et bonne grâce. Par exemple, dans la nouvelle réorganisation de la magistrature, le Parlement de Rouen devait être supprimé totalement. Les édiles locaux se plaignent parce qu'ils se disent « mais le Parlement de Rouen, c'est un des premiers parlements de France, on ne peut pas le supprimer comme ça, c'est pas possible ». Alors le roi se laisse toucher, il va accorder en novembre 1771 un conseil supérieur pour Rouen. C'est toujours cette modération royale dont nous avons l'habitude et qui est la vraie autorité. Le coup est réussi. Et c'est une véritable réforme de la magistrature avec une nouvelle justice, suppression de la vénalité des charges dans les cours supérieures et dans le ressort de Paris, prononcé en février 1771.
ce droit inséparable du roi de disposer de ses offices lorsque la vacation arrivera, et donc là, imposer à nouveau. Louis XV réussit ce que tous les rois, depuis 200 ans, voulaient faire, et ce qu'ils n'ont jamais pu réaliser, même pas le grand Louis XIV avec toute son autorité. Au contraire, il avait multiplié les offices. Suppression de la vénalité des charges, suppression des offices, mai-juillet 1771, suppression des offices par suppression de juridictions présidiales d'Auxerre, celui de Mâcon, celui de Troyes, celui de Blois sont supprimés. C'est à la fois pour économiser, effectivement, des juridictions qui apparaissaient comme superfétatoires, mais aussi c'est pour faire peur aux autres. Et d'une certaine manière pour que les magistrats locaux, inférieurs, viennent à résipiscence facilement et rentrent dans cette réforme édictée par Louis XV. Suppression d'office, au Châtelet, on passe de 59 à 32 offices conseillers, de 4 à 3 avocats du roi. Et donc, ces offices sont remboursés selon la valeur que le titulaire va donner, le titulaire, c'est-à-dire l'officier lui-même, et comme je vous le disais, ne croyant pas à la pérennité de la réforme, ils ont sous-évalué leurs offices. Le roi a gagné sur tous les tableaux. Suppression de juridiction, simplifier, rationaliser la justice. Donc la Cour des aides de Paris, de Clermont-Ferrand, de Dole, le Grand Conseil, la Cour des monnaies de Lyon, la Cour des comptes de Normandie, de Franche-Comté. Toutes ces juridictions sont supprimées. Les officiers qui se retrouvent, entre guillemets, au chômage, peuvent alors être réutilisés dans les nouveaux parlements où il y a eu des défections. La justice est gratuite. C'est-à-dire que les épices sont supprimées, donc vous savez, les épices, c'était ces gratifications, parfois en nature, d'où le nom d'épices, qui étaient données, remis aux magistrats pour les procès. Donc les magistrats touchaient leur gage, salaire, venant du roi, et les épices. Et bien évidemment, plus ils travaillaient, plus ils avaient des épices. Quand ces officiers travaillaient toute l'année, alors ils étaient titulaires complets de l'office, c'était lucratif. S'ils ne travaillaient que la moitié, le quart, alors à ce moment-là, les offices avaient moins d'intérêt et donc leur prix baissait. La justice est gratuite. C'est une extraordinaire réforme et qui évidemment a un sens démagogique ou pas démagogique parce que c'est vrai que c'est une nécessité de rendre cette justice vraiment la plus juste possible. Des nouveaux corps sont mis sur pied, en particulier 6 conseils supérieurs qui se partagent le ressort de Paris et qui ont des intendants pour président. C'est entre le 1er et le 15 mars 1771. Justice, prompte, pure et gratuite. Mais en même temps, l'opposition des parlements est muselée. Oui, il va rester des oppositions, elles vont être d'autant plus visibles sous le règne du successeur, Louis XVI. Oui, les remontrances, qui restent un devoir sacré. Oui, les lits de justice. Mais il n'y a plus de grève, il n'y a plus de sédition, il n'y a plus de paralysie de la fonction législative ou de la fonction judiciaire. Alors, devant cette belle réalisation,
il y a eu des voix qui se sont élevées, et des voix qui sont élevées d'un côté dont on ne les attendait pas, c'est du côté de la noblesse, c'est du côté des garants de la société d'ordre. Oui, les princes de sang se sont opposés assez rapidement à la réforme du chancelier Maupoon, dès le 19 mars. Alors, peut-être parce qu'ils ont été travaillés, il y avait des alliances, n'est-ce pas, entre cette haute magistrature parisienne et puis prince de sang, très haute noblesse, d'épée, mais aussi parce que ils ont remarqué que ce coup de majesté de Louis XV, de fait, pouvait paraître comme arbitraire et despotique. Voici, dans une discussion avec le chancelier, ce que dit le duc de Croy, fin 1771. Après avoir loué la fermeté et la suite qu'il avait mise dans l'affaire, si elle était bonne, je lui avais vivement représenté qu'il avait rendu au roi le service d'être le maître, d'avoir le dernier mot, et même d'être redevenu monarque, mais qu'il l'avait rendu monarque si absolu qu'il n'avait plus de bornes, qu'il ne pouvait donc trop lui en faire sentir le danger, et que s'il était bon que l'autorité partie et se réunit à un point, tout était perdu si ce point en abusait, et combien il était difficile qu'un seul se trouvât le point de perfection. Donc, le danger que l'absolutisme dévie en arbitraire. Oui, M. de Vigry remarque bien qu'il y a là une espèce de séparation des pouvoirs. Cette justice qui est mise au pas, qui se trouve être extrêmement docile, à partir de ce moment-là, j'exagère un peu, ne peut plus avoir cette liberté de conseil, et même de conseil appuyé, voire même d'opposition. Séparation du législatif et du judiciaire. Nous ne sommes pas loin de la théorie de Montesquieu dans l'esprit des lois 1749. Ah, rien n'est facile. Qu'aurait-il fallu faire? Très certainement, le coup de majesté était une bonne chose. Mais ça n'aurait dû être qu'une étape dans une préparation, le roi ayant les coudées larges, libres, pour une deuxième étape où vraiment aurait été restaurée une magistrature fiable, fidèle au régime, sans être muselée et incapable finalement de représenter les vrais intérêts, non pas de la nation, mais du royaume. Le bien public, le bien commun. Alors malheureusement, on dira malheureusement parce que l'acte de Louis XVI de rappeler les parlements est extrêmement dommageable pour le pauvre roi Louis XVI. Malheureusement, c'est la dernière partie, Louis XVI va rappeler les parlements dispersés, va changer totalement son fusil d'épaule, il va dénoncer la politique de son prédécesseur. Ce n'est pas une bonne politique, indépendamment de l'acte posé. Il faut attendre une certaine continuité. Et nous sommes trop jeunes pour régner, dit Louis XVI. Nous sommes trop jeunes pour régner, c'est en sens que nous n'avons pas, manquons d'expérience. Alors, raison de plus, pour éviter de prendre des décisions lourdes et qui peuvent être quitte ou double. Donc le dauphin Louis XVI, Berry, est favorable à Maupoon. Nous avons une note
en marge du projet de l'édit de Maupoux en décembre 1770. Cela est très beau. Voilà le vrai droit public. Je suis enchanté de monsieur le chancelier, Louis-Auguste. Et puis le roi va changer sous l'influence de son mentor, Maurepas, qui est d'une famille de parlementaires et qui est très proche, en particulier de certains ministres, comme Choiseul, ex-ministre, les choiselistes, qui travaillent dans l'opinion publique, les patriotes, c'est-à-dire les magistrats très avancés, les maximes du droit français, les clercs de la Basoche, et en particulier le Pège. Le Pège qui est un avocat extrêmement important dans l'évolution de la politique des magistrats. Le Pège a produit un mémoire sur Maupoux, transmis par le duc d'Orléans au roi. Et ce mémoire, très certainement, dénonçant le chancelier, a pesé lourd dans la décision de révoquer le chancelier et de rappeler les parlements. Les sceaux sont donc retirés à Maupoux, c'est-à-dire, on pourrait dire, tout pouvoir. Maupoux a ce commentaire. Monsieur le roi ne peut avoir d'autre reproche à me faire que mon trop de zèle pour le maintien de son autorité. Je lui avais fait gagner un procès qui durait depuis 300 ans. Il veut le reprendre. Il est le maître. D'autres mots moins académiques disent que Maupoux prononça cette expression. Il est, enfin c'est dans le texte, il est foutu. Louis XVI envisage le rappel des parlements dès la fin du mois d'août 1774. C'est la suite logique du renvoi de Maupoux. Une campagne d'opinion continuelle contre les nouveaux magistrats et les nouveaux parlements est orchestrée. Les magistrats sont outragés le 26 août. Maupoux est terré, les ministres sont brûlés en effigie. Il y aurait eu, le 15 septembre 1774, une manifestation de 10 000 personnes. C'est extrêmement exagéré. Il faudrait revoir vraiment les rapports de police. Les parlements anciens représentent la nation. Il y a eu de l'injustice qui a été prononcée contre ces magistrats exilés. Il faut finir le malheur de tant de familles qui souffrent sans l'avoir mérité. Plusieurs de ces gens-là ont déjà péri de chagrin, d'autres sont ruinés, dit Madame de Boufflers, qui est la protectrice de Rousseau, qui est la maîtresse du prince de Conti, qui n'est pas une mauvaise dame, indépendamment de sa morale, hein, mais qui est une femme de haute stature sociale. On voit les idées qu'elle développe. Qui sont totalement fausses. Enfin, il y a là presque de la mauvaise foi, parce que ces magistrats ont bien mérité, reconnaissons-le, cette volée bois vert, et s'ils sont ruinés, c'est de leur faute. C'est eux qui ont vendu les offices au prix qu'ils voulaient. Donc on voit qu'il y a eu un intense travail de subversion, une forme d'aveuglement, même dans les hautes sphères de la société. Les ministres que Louis XVI a embauchés sont favorables. Turgot, Sartine, le lieutenant de police, Miromesnil. Un seul s'oppose, c'est Vergennes. Vergennes qui sera probablement le plus lucide des ministres de Louis XVI. Malesherbes va être l'agent de ce rappel des magistrats. On se rappelle que Malesherbes était le président de la Cour des aides. Il a été particulièrement odieux, on peut dire, dans ses remontrances contre
contre Louis XV, donc on n'est pas étonné qu'il ait fourni 4 mémoires pour solliciter Louis XVI de rappeler les parlements, 4 mémoires sur demande de Turgot, qui est l'homme des Lumières. Le Parlement est un corps immuable, dit-il. C'est lui qui est le garant de l'inviolabilité des lois. Et ça, c'est un discours qui, sur l'homme légaliste qu'est Louis XVI, c'est un discours qui ne peut qu'avoir du poids. Les parlements sont donc rappelés le 12 novembre 1774. On efface une période pour en ouvrir une seconde. Alors, les conséquences de ce rappel sont assez graves. La politique de Louis XV est donc désavouée. Les magistrats sont humiliés. Les magistrats sont humiliés, oui, les magistrats qui sont rappelés sont humiliés. Pourquoi? Parce que Louis XVI ne se présente pas comme faisant justice, mais comme pardonnant, comme étant indulgent à leur égard, ce qu'ils ne voulaient pas. Ils se considèrent dans leur bon droit. Et puis 4 chambres ont quand même été supprimées, c'est presque un bon tiers du Parlement. Les présidiaux ont eu leurs compétences augmentées aux dépens du Parlement. Les remontrances voient leur effet réduit. Toute démission est considérée comme une forfaiture. Il sera jugé par une cour plénière composée de princes du sang, du Quépert et du Grand Conseil. Mais ils sont rappelés. On pense, et c'est pour cela que Louis XVI s'est quand même résolu à rappeler le Parlement, les parlements. Le Parlement sera muselé. On sera maître de sa contestation. Il y a d'illusions. On a trompé Louis XVI. On a trompé d'ailleurs les philosophes aussi, Turgot, qui se méfie de ces magistrats gallicans. Le résultat, c'est une remontrance cinglante, datée du 30 décembre. Qui condamne les mesures que je viens de vous signaler. C'est une maladresse insigne. Il y a des fautes dans l'histoire, il y a des fautes très précises, il y a des mesures très précises qui inclinent dans un sens ou dans l'autre, et ça fait partie de ces mesures. La suppression de l'Action française en 1926, dans Papillon, la condamnation de l'Action française, le ralliement en 1893 de Léon XIII, sont des mesures qui sont lourdes encore de conséquences. Alors, le Parlement va reprendre sa guerre contre les réformes de Turgot, qui veut supprimer la corvée royale, dans son mémoire sur les municipalités d'août 1775. Il faut imposer les réformes avec lit de justice en mars 1776. Les parlements sont très opposés à une confusion des 3 États dans un impôt territorial qui engendrerait la dégradation de la noblesse dont ils font partie. Louis XVI finira par reculer devant cette opposition du Parlement et limoger Turgot. C'est la rue et c'est le Parlement qui a obligé la fin de l'expérience Turgot. Nègre va vouloir enlever des pouvoirs aux magistrats dans son mémoire de 1778 grâce à des assemblées provinciales chargées de répartir et de lever les impositions. Bien sûr, une fuite va révéler le mémoire en 1781 et Nègre va être obligé d'éviter tout affrontement avec le Parlement, qu'il se sait dressé contre lui, et donc ne tentera pas d'imposer
de nouveaux impôts, mais utilisera les emprunts, ce qui est reculé pour mieux sauter. Les emprunts, c'est la politique de l'État. Ça n'empêchera pas de tomber le 17 mai. Il en sera de même pour les contrôleurs généraux qui suivront. Ils se résoudront à éviter autant que possible l'affrontement avec le Parlement, donc à multiplier des emprunts plutôt que d'essayer d'imposer des impôts. On peut dire qu'il y a plus de grands conflits sous Louis XVI comme il y en a eu sous Louis XV parce que la monarchie a abdiqué. Et d'ailleurs, les parlements ne sont plus la tête de la contestation. Le Parlement est à la traîne, on peut dire. Ce sont plutôt l'opinion publique qui est devant et qui pousse et qui entraîne et le roi et les parlements. Les magistrats en sont réduits à signer, à contre-signer pour être agréable au public, à contre-signer les avis des journaux. Par exemple, le canal de Rohan, dans l'affaire du collier, en mai 1786, Rohan est lavé de tout soupçon par le Parlement dans l'affaire du collier, alors que ça a été un sombre imbécile. Et le Menet de la farce, n'est-ce pas, mais il s'agissait de charger la reine. Donc l'opinion publique, dressée contre Marie-Antoinette, se trouve être renforcée par cette décision du Parlement en faveur du cardinal de Rohan. Face à Brienne et à ses réformes en 1787, le Parlement acceptera les réformes éclairées sur la liberté des grains, par exemple, sur les assemblées provinciales, départementales, municipales, à laquelle on confie la police du royaume, et pas la question des finances. Mais ils refuseront, le Parlement de Paris refusera les édits fiscaux de juillet et d'avril 1788, d'avril et de juillet 1788. Et pour se montrer bien, on peut dire, avec l'opinion publique, le Parlement va même avoir l'idée, le premier, d'en appeler aux États généraux qu'ils disent être seuls compétents pour les nouveaux impôts. 30 juillet 1787. Voilà. Ce refus des édits fiscaux, cet appel aux États généraux, d'ailleurs, sera sanctionné par un exil à Troyes en août 1787, et puis Brienne finira par négocier, n'est-ce pas, pour ces questions-là. Les remontrances ont été multipliées en retour et reviennent régulièrement sur la question des États généraux. On va même jusqu'à proposer le 3 mai que les États généraux deviennent permanents ou plus exactement réguliers. C'est là, dit-on, un principe fondamental de la monarchie. Vous avez en particulier deux avocats du Parlement extrêmement actifs sur ce point-là. Il s'agit de Duval d'Étréménil et de Fréteau de Saint-Just.
Alors Brienne va tenter son coup, n'est-ce pas? C'est le 8 mai 1788, c'est une reproduction du coup de Maupoux. La cour plénière désormais sera chargée d'enregistrer les lois, une cour plénière composée à la volonté du roi. 47 nouveaux tribunaux d'appel, des tribunaux de grand bailliage, seront mis sur pied et pour déposséder les parlements des causes civiles inférieures à 20 000 livres et des crimes de premier et de deuxième ordre. Donc cette cour plénière et ces 47 tribunaux d'appel sont donc une mesure qui a pour but de museler l'opposition des magistrats et qui, de fait, ressemble beaucoup à celle de Maupoux, mais qui n'aura pas la réalisation de celle de Maupoux. Car il y a 20 ans qui se sont passés entre les deux, et le pouvoir royal n'est plus que l'ombre de celui de Louis XV. Émeute. Émeute générale. Émeute dans tous les parlements, sauf à Paris d'ailleurs, c'est assez paradoxal. Et devant la pression engendrée par cette opposition, le roi, par arrêt du Conseil du 5 juillet 88, prononce la convocation des États généraux et suspend cette fameuse cour plénière dont il avait l'intention de promouvoir en place du Parlement. C'est une décision du 8 août 1788. Bon, parmi les revendications de Duval des Préménil et de Fréteau de Saint-Just, on rencontrait des demandes comme les parlements seraient les représentants des États généraux permanents, les lois fondamentales comporteraient la périodicité régulière des États et le vote des impôts aux États généraux, et il y aurait même une idée de séparation finalement du roi et de la nation. Louis XVI a bien vu le caractère subversif, idée, dit-il, subversive de la monarchie. Mais on sent que cette monarchie, elle est bien malade. Parce que, finalement, parlementaires, ministres, nationaux, et le roi lui-même, d'une certaine manière, reconnaissent l'existence de cette séparation entre le roi et le corps de la nation. Après Brienne vient un deuxième ministère, le ministère Necker. Necker, directeur général des finances, ministre d'État. La réforme de Brienne est abandonnée, Lamoignon renvoyé, le comte de Brienne renvoyé au mois de novembre et au mois de décembre, et puis une déclaration royale annonce les États généraux pour janvier et remet les officiers dans leurs prérogatives de justice. Alors, ces déclarations royales, qui est du 23 septembre 1788, ne sera pas appliquée à la lettre, puisque les États généraux ne sont convoqués qu'au printemps suivant. Mais on est dans un état de pré-révolution, d'où la fiche de lecture que je vous ai transmise il y a 3 semaines. Le rôle des émutiers était essentiel, et on est obligé de donner l'armée à la fin du mois d'août pour maintenir l'ordre. Cette armée, bien sûr, comme toute police, réprime
et commet des abus, le Parlement va soutenir les manifestants. 24 septembre 1788. C'est extrêmement... C'est vraiment le jeu, il faut vraiment le jeu des forces de dissolution. À ce moment-là, le Parlement est à son zénith dans l'opinion publique. Et il pourrait croire qu'il va être celui qui va profiter de cette agitation pour accroître ses pouvoirs. Il n'en est rien. Il n'en est rien parce que le lendemain, après avoir confirmé la demande de réunion des États généraux pour le mois de janvier, donc le 24 septembre, le 25 septembre, le Parlement se prononce inexplicablement, en tout cas de façon trop légère, pour le doublement contre le doublement du tiers. On voulait, les patriotes voulaient que cette assemblée soit, au lieu d'une assemblée par ordre, noblesse, clergé, tiers d'État, une assemblée qui vota et délibéra par personne. Et pour être représentant des forces de la nation le plus égalitairement possible, qu'il y ait autant de députés non privilégiés, de tiers, que de députés privilégiés. Ce doublement du tiers est farouche, les magistrats. Ils sont contre. D'un coup, ils vont perdre toute leur popularité. Et les autres parlements, hostiles au doublement des États généraux, hostiles aussi aux assemblées provinciales, dont on avait déjà parlé sous Turgot, vont d'eux-mêmes perdre leur importance dans l'opinion publique, leur aura dans l'opinion publique à l'hiver 1788-1789. Ce qui montre bien que finalement, le pouvoir des magistrats est essentiellement lié à la couronne. Ce sont les hommes de l'Ancien Régime, ce ne sont pas le Sénat de la Nation, les hommes des idées progressives, des idées progressistes, pardon. Non, rien de tout cela. Ils se sont mépris sur leur véritable identité. On parle de crise d'identité de la noblesse. On doit parler, oui, de façon générale, d'une crise d'identité des élites de l'Ancien Testament, de l'Ancien Régime. La noblesse de sang, la noblesse d'épée, mais aussi la noblesse de robe. Mais oui, les magistrats. Ils ont perdu leur véritable raison d'être. Et du coup, eh bien, ils ont hurlé avec les loups et ils ont fini par être mangés par les loups. Voilà pour ce premier jet. J'espère que vous n'avez pas été trop fatigué. Moi, un peu. Donc, je vais aller prendre un bon goûter, un bon café. Donc, vous aussi, vous pouvez fumer.